Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc lorsque vous avez fait des configurations réseau, vous avez dû remarquer qu'on vous propose de rentrer deux types d'adresses IP. Tout d'abord les adresses IP V4 et les adresses IP V6. Il faut savoir que le V correspond à version. Donc nous avons donc une version 4 du protocole Internet. Je vous rappelle que IP c'est Internet Protocol. Et nous avons également une version 6. Jusqu'à maintenant, essentiellement dans mes vidéos, j'ai utilisé l'IPv4. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que vient faire l'IPv6 là-dedans? Pourquoi est-ce que l'on a créé cet IPv6? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'IPv4? Quels ont été les besoins qui ont fait que l'on a créé cette nouvelle version du protocole? Pourquoi est-ce que l'IPv4 ne pouvait pas suffire? Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement de l'IPv6, rentrer dans les détails des trames, etc. Je le ferai sûrement dans une autre vidéo. Non, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est la raison pour laquelle nous sommes passés en IPv6, parce que c'est important de comprendre pourquoi. Et pour ce faire, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Nous sommes dans les années 80 et nous venons tout juste de formaliser l'IPv4. Donc l'IPv4, on s'est dit, ça va être 4 octets, qui va donc osciller entre une valeur de 0 et de 255. En effet, je rappelle qu'un octet c'est 8 bits, et 2 puissance 8 c'est 256, du coup un octet peut prendre 256 valeurs. Un octet c'est 8 bits, du coup 4 octets c'est 32 bits. Du coup, effectivement, les adresses IP sont codées sur 32 bits. Adresse IPv4, j'entends évidemment. Donc globalement, ça nous fait combien d'adresses possibles, théoriques? Ça nous fait tout simplement 2 puissance 32. Ou bien, si vous préférez plutôt travailler sur les octets, ça nous fait 256 puissance 4. Que vous travaillez sur les bits ou les octets, on s'en moque. Dans tous les cas, ça vous donne 4 294 967 296 adresses possibles théoriques. Pourquoi je dis théorique? C'est parce que là, je prends vraiment toutes les combinaisons possibles pour avoir une adresse IP. Sauf que il faut bien comprendre que chaque adresse IP ne correspond pas forcément à une machine. Tout simplement parce qu'il y a les adresses broadcast et les adresses réseau qui, elles, ne définissent pas de machine. Donc il ne faut pas confondre. Effectivement, nous avons ce nombre d'adresses là, mais nous n'avons pas ce nombre de machines. Voilà, c'est juste pour faire la distinction. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce nombre nous paraissait immense. Il faut bien penser qu'à l'époque c'était surtout scientifique, on n'allait pas s'attendre à ce que Internet allait avoir un essor tel que nous l'avons connu, et du coup les scientifiques, pour eux, ils se disaient putain, 4 milliards d'adresses, c'est énorme, il va falloir qu'on définisse différentes tranches de réseau pour pouvoir les attribuer, pour éviter qu'on se marche dessus. Et du coup sont nées les classes. Les classes, en fait, c'est tout simplement un paquet, un réseau qui va contenir un ensemble d'IP. Il faut bien penser qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque de classe, ce qui permettait de définir quelle était la partie réseau et quelle était la partie nombre de machines. C'était la classe dans laquelle vous vous trouviez. Donc nous avions les classes A, qui correspondaient à un réseau de type x.0.0.0. Donc x pouvait prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 255. Et quand on avait une classe A, donc nous avions un x défini, du coup nous avions combien d'IP autres que la partie réseau, combien de machines possibles, combien d'adresses possibles, et bien nous en avions 2 puissance 24, c'est-à-dire 16 777 216. De même, on avait des réseaux B. Donc là, juste pour vous faire l'analogie, le masque de sous-réseau, ici ça correspond tout simplement à 255.0.0.0. Nous avions les classes B qui correspondaient tout simplement à un réseau de type x.y.0.0. On peut voir que j'ai oublié le point, mais ce n'est pas grave. Donc là, globalement, pour refaire le parallèle avec aujourd'hui les masques de sous-réseau, on aurait un masque de 255.255.0.0. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, les masques de sous-réseau n'existaient pas. Ce qui permet de différencier la partie réseau de la partie nombre de machines, c'est tout simplement la classe à laquelle vous vous référez. Et enfin, nous avons également les classes C qui étaient les plus petites, qui étaient 256 adresses, donc 2 puissance 8, et qui avaient une adresse de x.y.z.0
Je pense que vous avez compris à quel masque de sous-réseau ça correspond, à 255.255.255. Il faut savoir qu'à l'époque, on était extrêmement généreux avec les classes que l'on donnait. Vous aviez besoin de 1000-2000 adresses, parce que vous êtes une société voilà, qui a 1000 à 2000 machines. On va pas vous donner 5 à 6 classes C. On va vous donner une B. Alors du coup, vous allez avoir 63 000 adresses IP inutilisées et les 2000 que vous aurez besoin, ou les 1000 que vous aurez besoin. Voilà, à l'époque, ça nous paraissait tellement énorme que l'on pouvait considérer que on pouvait les gaspiller. À l'époque, c'était beau l'insouciance. Sauf que, vient les années 90, et globalement, on a un problème, c'est tout simplement que les classes, notamment les classes B, commencent à se tarir. Il y a de moins en moins de classes qui sont disponibles. Du coup, on s'est dit, faut qu'on arrête ce système de classes, parce qu'on se fait entuber, on donne des paquets trop gros, on n'a pas assez de subdivision. Du coup, on est passé à du classless interdomain routing, du CIDR. Du coup, on abandonne complètement le système de classe et cette fois, on intègre une nouvelle donnée qui est importante et qui s'appelle le masque de sous-réseau. Ça y est, il a été inventé. Et de même, plutôt que de distribuer des classes, on s'est dit, on va donner des paquets d'IP à des différents agents locaux, régionaux, et c'est à eux ensuite de distribuer les IP. Donc l'IANA a donc dit, on va faire des RIR. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et donc, on s'est dit, on va les répartir entre les différents RIR, on va donner différents paquets d'IP. Sauf qu'évidemment, c'est pas attribué de manière égaux, hein. C'est évidemment en fonction des besoins. Donc nous avons une partie historique qui est finalement celle qui était déjà attribuée et qui aurait été très embêtant de changer. Nous avons ici une partie qui est réservée pour divers besoins scientifiques, etc., pour faire de la recherche, etc. Et ensuite, nous avons les différents acteurs, donc notamment le RIP NAC pour nous, ce qui est Europe. Nous avons la RIN, l'APNIC. On peut voir que les pauvres Africains, ils en ont que très peu. Et pareil pour l'ASNIC. Nous avons donc l'IANA qui donnait des blocs d'IP aux RIR et les RIR qui les donnaient aux différents opérateurs et fournisseurs d'internet. Sauf que si on regarde tout simplement ici les adresses IP disponibles, in fine, si on regarde là ici la courbe en rouge, on peut voir que ça y est, l'IANA en 2011 a tout donné. L'IANA n'a strictement plus aucune adresse IP disponible. Elle a tout donné au RIR. C'est embêtant. Ça veut dire que maintenant, c'est au RIR de distribuer les quelques adresses qui restent, par exemple, aux différents opérateurs, que ce soit par exemple pour la RIP NC, ça peut être entre BT pour British Telecom, Dutch Telecom, France Telecom. Alors du coup, là, on a commencé à dire finalement que les adresses IP, c'était peut-être pas si immortel que ça, quoi. Et qu'on a peut-être, même en ayant limité le gaspillage en supprimant les classes, peut-être qu'on a été un peu trop gourmand encore une fois. Du coup, on a tenté de mettre plusieurs moyens en place pour ralentir l'attribution des adresses IP, pour qu'on ait quand même un certain pool. Donc tout d'abord, on a inventé tout ce qui était réseau privé. On s'est dit que ça va être des réseaux qui ne sont plus du tout routables sur Internet, donc ils ne vont plus être uniques, et du coup, on va pouvoir en créer autant que possible sur des réseaux internes, plutôt que d'avoir chaque poste égale une adresse IP unique. On va utiliser le NAT, donc je vous rappelle, ça permet d'avoir un réseau interne, donc notamment privé, et d'avoir une seule et unique adresse publique routable sur Internet. Et ensuite, c'est le NAT et le PAT, donc par redirection de port et par redirection d'adresse, qui va redistribuer les différents paquets au correct destinataire. Enfin, on a également l'allocation dynamique d'IP. Avant, on faisait beaucoup d'adresses IP fixes. Maintenant, non, on peut plus se permettre cela. On les donne en fonction des besoins via notamment les DHCP. Donc, c'est là qu'intervient finalement l'IPv6, car après tout, c'est un peu le sujet de cette vidéo. On s'est dit, on va faire une nouvelle version, puisqu'on commence à ne plus avoir d'IPv4, on va faire une nouvelle version pour l'Internet Protocol. On s'est dit, maintenant, on va prendre
les adresses IPv6. Cette fois, on ne va plus prendre 4 octets, mais on va en prendre 16, ce qui veut dire que les adresses IPv6 sont codées sur 128 bits. Et donc, combien est-ce qu'on a d'adresses possibles? Eh bien, on a tout simplement 2 puissance 128, qui correspond à 256 puissance 16. Et ça correspond à 34 fois 10 puissance 37. Donc 37 c'est 4 fois 9, donc c'est-à-dire que nous avons 34 milliards de milliards de milliards de milliards d'adresses IP possibles en IPv6. Pour bien que vous représentez la chose, il faut savoir que la surface de la Terre c'est 510 millions 100 000 km, soit, donc allez, j'arrondis, on oublie les 1000, ça fait 5,1 fois 10 puissance 20 mm², d'accord? Donc cela représente, si on divise le nombre d'adresses IP par millimètre, cela représente 667 millions de milliards d'adresses IP possibles pour chaque millimètre de la surface de la Terre. Vous prenez 1 mm, avec l'IPv6, globalement, on serait capable de mettre 667 millions de milliards d'adresses IPv6 sur ce millimètre, sans que, pour autant, on arrive à saturation. Avec adresse au singulier, évidemment. Bon, rajoutez un S dans votre tête. Donc, autrement dit, c'est énorme, hein. Là, on n'est plus du tout dans la même dimension que l'IPv4. Et donc juste quand même, parce que je ne vais pas non plus vous arnaquer, à quoi ressemble une IPv6, ce que je vous montre, c'est voilà, c'est tout simplement un bloc qu'on peut voir ici, qui est séparé par 2 points. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 blocs, sauf que comme vous pouvez voir, ce n'est pas des blocs qui varient entre 0 et 255. Là on peut voir qu'on a tout simplement des nombres qui peuvent aller jusqu'à 2001. Sachant qu'en plus c'est de l'hexadécimal, comme vous pouvez le voir. Donc en réalité ici, les nombres qui sont ici sont codés sur 2 octets. Donc comme on a 8 parties et 2 octets pour chaque partie, effectivement on peut voir qu'on est bien codé sur 16 octets. Mais du coup on peut se poser la question, au final, est-ce que c'est juste d'en avoir plus? C'est ça le problème, c'est qu'on n'en avait pas assez, du coup on s'est dit, eh ben on était sur 4 octets, et allez hop, on passe sur 16, et c'est fini, paf, on a résolu le problème. Non. On en a profité quand même pour apporter quelques améliorations. On a notamment amélioré la sécurité. Ici, désormais, en IPv6, nous avons une implémentation de base du protocole IPsec pour Internet Protocol Security. Littéralement, en fait, vous vous souvenez de mes vidéos sur le SSL, globalement c'est pareil, sauf que le SSL c'est côté application. Là, c'est carrément au niveau de la couche réseau. Autrement dit, on va avoir un échange de clés, derrière ces clés publiques, ces clés privées, et ensuite on va encoder avec ces clés privées et publiques notre trame, on l'envoie, et comme ça le destinataire va pouvoir le décrypter, et va être le seul à pouvoir le décrypter, parce que ce qui transite entre en attendant, c'est crypté au niveau de la couche réseau. Donc littéralement ça permet de lutter contre les attaques du type homme au milieu, donc the man in the middle. C'est, je sais pas si vous regardez mes vidéos, vous devez quand même savoir de quoi il s'agit. C'est tout simplement, je me mets entre Bob et Alice, et je récupère le message de Bob, je le lis et je le transmets à Alice. Alice répond, j'intercepte ce que dit Alice, je le regarde et je le transmets à Bob. Là, du coup, ça va plus être possible parce que je vais toujours pouvoir les intercepter, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que je vais pas pouvoir les lire. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas les clés qui correspondent. Mais ce n'est pas tout. On a également implémenté le protocole NDP, donc Neighbor Discovery Protocol. L'idée globalement c'est que ça fait exactement le même service que l'ARP. Donc si vous vous souvenez bien de l'ARP, c'est ce qui permet d'associer une adresse MAC à une adresse IP, ainsi que le SCMP Router Discovery. Donc en fait là dans un réseau, il va tout de suite savoir quel est le routeur qui va lui permettre de sortir, la route de sortie, etc. Et ainsi le routeur redirection. Il y a également une version sécurisée qui s'appelle d'ailleurs le SEND, pour Secure Neighbor Discovery Protocol. Qu'est-ce que c'est?
Grâce à ce nouveau protocole, il est beaucoup plus facile de connaître notre environnement réseau. On va donc savoir quelles sont les machines qui sont actives, quelles sont leurs adresses MAC et quelles sont les adresses IP qui correspondent à ces machines, quelles sont les machines, est-ce que c'est un routeur, est-ce que c'est une passerelle de sortie, etc. Qu'est-ce qui va me permettre de naviguer de réseau en réseau. Bref, c'est on va dire un ARP++, qui rend beaucoup plus compliqué le problème de sécurité que j'avais souligné, qui était le ARP poisoning, si vous vous souvenez bien, sur une de mes vidéos, j'en avais fait mention. Je vais pas vous dire que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, aujourd'hui, les IPv6 sont tellement marginales que je pense pas qu'il y a énormément d'agents de sécurité qui se sont penchés sur la question. Il y en a un, mais à mon avis pas suffisamment pour vraiment dire que c'est testé et approuvé. Donc je vais dire que c'est très compliqué, mais voilà, en tout cas ça limite les risques de se faire avoir par de l'ARP poisoning. Ensuite, est-ce que c'est juste de la sécurité? Non. Ce qui nous intéresse surtout, c'est beaucoup plus de performance. Il faut savoir qu'avant, en IPv4, lorsqu'on envoyait des paquets, il y avait évidemment ce que l'on appelle du MTU, donc Max Transit Unit. Évidemment, lorsque par exemple, moi je suis sur un réseau filaire avec un câble Ethernet, mon câble Ethernet a une capacité de transit. Je ne pourrais pas aller plus haut que cette capacité. De même que je ne peux pas aller plus haut que la capacité de transit sur une onde pour un paquet qui va être envoyé en Wi-Fi. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait ce paquet, on le découpait en petits paquets, et ensuite on les envoyait, et ensuite, niveau routeur, on les récupérait, on les réassemblait pour avoir notre paquet en entier, et on regardait sur le réseau suivant, on va voir, le MTU c'est celui-là, du coup je vais redécouper mon paquet de façon à ce que mon paquet, mes sous-paquets puissent passer sur ce dit réseau, et on passe comme ça de routeur en routeur, et en fait chaque routeur faisait sa découpe. C'est très embêtant. Du coup en IPv6 on s'est dit, plutôt que de faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de déterminer le MTU global de notre chemin, quelle est au maximum la capacité de transit. Donc en fait je vais parcourir mes différents réseaux et je vais garder la version la plus petite de mon MTU, et moi, machine émettrice, je découpe mon paquet de façon à ce que ce paquet passe sur la MTU, et comme ça, les routeurs n'auront pas à le faire, puisque au final, mes paquets seront déjà correctement fractionnés, et je sais que ma machine émettrice sera de toute façon fractionnée de façon à ce que ça passe sur le réseau sur lequel je vais transiter, quoi qu'il arrive. Du coup, en fait, là où avant les routeurs, il fallait qu'ils récupèrent les paquets, qu'ils les réassemblent, puis les redécoupent, là au final, elles prennent le paquet, elles le transmettent. Du coup, on gagne en performance. Sachant que en plus, avant, de toute façon, en IPv4, le MTU minimal autorisé, c'était 66. Maintenant, en IPv6, on l'a passé à 1280, ce qui veut dire qu'avant, on était capable de couper nos paquets à minima avec 68 octets. Maintenant, non. Le minimum, on dit, on ne descend pas en dessous de 1280. Tous les matériaux réseau sont capables de tenir ça, et il n'y a aucune façon, aucune manière que l'on descende en dessous. On n'a plus la vérification de l'intégrité des paquets. Avant, en fait, il y avait une vérification côté IP, plus une autre vérification côté TCP, UDP, etc. Ça faisait redondant. On s'est dit, écoute, on a des protocoles de transport qui s'appellent TCP et UDP qui, de toute façon, vérifient l'intégrité des paquets lors des transits. On ne sait pas pourquoi l'IP le ferait de son côté, ça ferait redondant, donc on ne vérifie plus et on laisse ça aux couches d'au-dessus. Toujours évidemment dans un gain de performance. Et enfin, de toute façon, avec le NDP, on connaît beaucoup mieux son environnement réseau, comme je l'ai dit. Du coup, on gagne en requête lorsque l'on fait des multicast et unicast pour savoir où est-ce qu'on doit aller, etc. Quels sont les réseaux actifs, les réseaux inactifs, les routeurs, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Enfin, pour tout ce qui est également mobilité, il faut bien savoir que là-dessus, je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia ou autre ce qu'on appelle la mobilité IP. C'est l'avantage que lorsqu'on est sur un point mobile,
en fait on a une adresse qui est fixe, qui s'appelle la home address, et en fait lorsqu'on passait d'un réseau, par exemple d'un réseau 3G à du réseau Wi-Fi, en réalité on avait un home agent qui se trouvait sur le réseau du fournisseur qui vous donnait votre téléphone portable, donc ça peut être SFR, Orange, Free, ce que vous voulez. Et en fait, vous passiez de réseau en réseau, donc votre adresse IP changeait selon le réseau, mais vous alliez le signaler via le réseau à votre home agent pour lui dire, écoute, quand les gens essayent de me joindre à ma home adresse, tu passes par là. Du coup, en fait, quand vous téléphonez un appel mobile, vous ne téléphonez pas directement sur le device, vous alliez taper sur le home agent de l'opérateur, et c'est le home agent de l'opérateur qui savait comment retourner jusqu'à votre téléphone. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du routage triangulaire. D'abord, on allait sur le réseau de l'opérateur, et ensuite on allait sur le réseau pour là où vous êtes, vraiment vous, là où vous êtes connecté. Grâce à l'IPv6, maintenant c'est terminé. Quand on change de réseau, on est capable de conserver sa home adresse. Du coup, ça évite ce fameux routage triangulaire. C'est le point le plus technique. C'est vrai qu'en plus, je suis pas allé en profondeur. J'ai peut-être été pas le meilleur pour expliquer ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur la mobilité IP. Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce que ça se passe. Autre que sur, je suis sur mon domaine... et j'utilise mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends une tablette, je prends un téléphone et qu'au final je passe de réseau en réseau? Comment est-ce que tout cela est géré? Mais du coup la question c'est ok. Donc j'ai bien compris, il n'y a plus d'IPv4 globalement. Il y a une vraie rarification de ces IP. Du coup là on essaie de mettre des patchs pour essayer de ralentir et qu'on en ait encore à donner. Mais globalement il faudrait qu'on passe à tout prix en IPv6. D'accord. Mais pourquoi du coup c'est bon, on se dit tout le monde passe en IPv6 et point. Voilà, c'est fait, puis on part comme ça pendant des belles et des belles années. Pourquoi est-ce que c'est si long? Alors le problème c'est que ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que déjà il faut mettre à jour son matériel. Je pense que pour les utilisateurs, les particuliers, ça ne pose pas de problème parce qu'on a des ordi, une machine à jour, et puis notre box, elle nous est fournie par notre fournisseur, elle est relativement à jour et gère bien les IPv6. Sauf que, attention, il faut bien savoir qu'en entreprise, c'est pas forcément les cas. Derrière, il faut des routeurs assez récents pour comprendre l'IPv6. Il faut quand même des switches qui sont capables de différencier et de traiter les adresses IPv6. Il va falloir des machines qui soient capables, des serveurs qui soient capables, toute une infrastructure. Il va falloir mettre tout cela à jour et c'est pas toujours facile en entreprise parce que ça demande un investissement certain. Outre vraiment la question matérielle physique, il va falloir régler toutes les règles de gestion, tout ce qui est routage. Jusqu'à maintenant, on disait tu veux aller sur ce réseau-là à cette IPv4 là, à cette adresse réseau là, cette adresse réseau là, elle est en IPv4. En IPv6, ça va être une adresse totalement différente. Donc il va falloir changer et réécrire toutes nos adresses IPv4 en routeur en adresse IPv6. Il en va de même pour les pare-feux. Donc là, ça coûte pas forcément de l'argent, directement, j'entends bien, mais par contre ça va prendre du temps à vos ingénieurs réseau, etc., ingénieurs que vous payez. Donc voilà, derrière, les entreprises, elles ont souvent d'autres préoccupations pour leurs ingénieurs réseau. Enfin, ça fait trivial de le dire comme ça, mais malheureusement c'est une réalité qui a un impact extrêmement fort, c'est globalement les gens s'en moquent. Ils se foutent que ça soit de l'IPv6 ou pas, eux ils veulent que ça marche, et jusqu'à maintenant malheureusement, les IPv4, il y en a encore, c'est très rare, mais ça marche. Alors, les gens ils voyaient pas le problème, ils disent mais qu'est-ce que vous allez nous faire chier avec votre IPv6? On s'en fout, nous pour le moment on a un environnement, ça marche bien, je vais pas tout casser pour vous faire plaisir. C'est ça le problème, c'est que les gens ça les intéresse pas. Surtout les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable, ça leur rapporte rien, ça va leur coûter beaucoup parce qu'il va falloir qu'ils mettent de l'argent et du temps pour passer à l'IPv6, mais derrière le service va être exactement le même.
ça ne va pas leur rapporter plus de sous. C'est pas comme si vous lancez une nouvelle version d'un produit où là vous avez des gens qui vont pouvoir l'acheter, ou alors une meilleure performance, etc. Là, c'est... Voilà, vous allez sur votre site internet, vous y allez sur une IPv4 ou vous y allez sur une IPv6. Au final, vous en foutez, vous, ce que vous allez voir, c'est le site internet. Les entreprises, elles n'ont rien à y gagner. Bien sûr que quand on va plus avoir d'IPv4, ça va être très embêtant. Parce que du coup, quand il va y avoir des nouveaux, pas le choix, de toute façon, on va leur donner que des adresses IPv6. Parce qu'il n'y aura plus d'IPv4. Et du coup, là, ils n'auront plus le choix. Mais pour le moment, les entreprises ne veulent pas faire l'investissement. J'entends les petites et les grosses. Parce que, évidemment, celles qui, globalement, sont tous passées, pour se dire modernes et précurseurs, c'est les grosses entreprises, Google, Wikipédia, etc. Mais je pense, par exemple, je sais pas, à la petite entreprise de communication... qui fait plein de sites web, etc., si elle doit migrer tous ses serveurs pour faire de l'IPv6, elle y gagne rien au change. Et aussi, c'est un peu le problème de qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf. Ça a été le même problème avec le 4K actuellement, c'est le même problème avec beaucoup de nouvelles technologies. Globalement, on dit... Les fournisseurs d'accès disent bah ouais, mais de toute façon on n'a aucun serveur de site web, de service, etc. qui prennent en compte l'IPv6, donc pourquoi est-ce que nous on s'emmerderait à créer les routages pour cela? Et on a les gens qui font du contenu, les développeurs, etc., qui disent non, mais de toute façon le réseau de mon fournisseur d'accès il prend pas l'adresse IPv6, donc pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder à faire des services en IPv6? Et donc, si tout le monde reste dans cette mentalité, on n'avance pas. Et c'est le cas, on n'avance pas. Évidemment, on a enfin des gens qui font du contenu en IPv6, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Google, Wikipédia, etc. Il faut savoir que maintenant, chaque année, on a une journée sur l'IPv6, où globalement, lorsqu'on fait du tunneling IPv4 et IPv6, on se concentre sur les PV6 pour voir comment est-ce que ça marche, etc. Est-ce que ça passe bien, etc. Donc ça pousse également les entreprises, notamment les entreprises du numérique, à être à la pointe là-dessus. Mais globalement, voilà, c'est... Les fournisseurs réseau, ils disent oui, de toute façon, on n'a pas de contenu à mettre à disposition avec de l'IPv4, avec de l'IPv6, donc pourquoi est-ce qu'on passe en IPv6? Et inversement, les gens les développeurs se disent pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire de l'IPv6, à passer mes serveurs en IPv6, alors que de toute façon, sur le réseau de mon opérateur, c'est de l'IPv4. Aïe 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 aïe, personne n'est capable d'avancer quand c'est des nouvelles technologies, c'est n'importe quoi. Quand je disais que c'est pareil en 4K, c'est pareil. Quand il y a des constructeurs de télévision qui font du 4K, il y en a très peu parce qu'ils disent au final il n'y a pas de programmes qui sont en 4K. Et inversement, quand on dit aux programmes, aux chaînes de télévision, pourquoi est-ce que vous faites pas du programme en 4K, ils disent parce qu'il n'y a pas de télé en 4K. Évidemment, on peut se dire oui, mais c'est le futur, misez dessus. Et en attendant, ça bouge pas trop. Là globalement, c'est pareil. Mais bon. Donc, pour bien que vous compreniez et pour résumer un petit peu cette vidéo, globalement, on avait un problème de nombre. On allait vers une raréfication des adresses IPv4. Pendant des années, ça a été la gabegie. Puis finalement, on s'est rendu compte que, ah merde, on n'en a pas tant que ça. C'est pas si énorme que ça, au final, 4 milliards. On a fait un nouveau protocole, où cette fois, on a beaucoup plus d'adresses IP. Mais on en a également profité pour améliorer la sécurité, la performance. Mais voilà, en attendant derrière, pourquoi est-ce que ça n'avance pas aussi vite que ça? C'est toujours pareil, au final, c'est une question de sous. Et c'est aussi à cause du désintérêt des gens. Si les gens exigeaient de l'IPv6, si l'IPv6 vraiment c'était un argument de vente. Si, je sais pas, on vous dit, ok, moi je suis un super fournisseur d'accès, moi je vais concurrencer Orange et SFR parce que moi, mais vous pouvez tous y aller, il y a l'IPv6 qui est géré sur tout mon réseau, vous serez capable de communiquer en IPv6, il n'y a pas de problème. Si c'était un argument de vente, croyez-moi que les fournisseurs, ils allaient tous migrer. Mais pareil, là, on vous dit, oui, donc là, vous pourrez même utiliser sur notre réseau de l'IPv6. La plupart des gens s'en foutent. Ils s'en foutent totalement, même dans la plupart des cas, ils savent même pas ce que c'est.
Donc voilà pourquoi l'IPv6 n'est pas encore utilisé de partout. Il faut savoir que globalement, maintenant, tous les matériels récents prennent en compte l'IPv6, mais en attendant, derrière, il va falloir changer toutes les infrastructures existantes. Et voilà, ça prend du temps parce que ça coûte des sous, il faut une impulsion derrière de la direction. Mais quoi qu'il arrive, on devrait y arriver parce que il n'y a plus d'IPv, il n'y a plus d'IPv4 très bientôt. Très bientôt, il n'y en aura quasiment plus, et du coup, on n'aura plus le choix, ça sera que de l'IPv6, point. Les nouveaux services, paf, ça sera IPv6, mais en attendant, il y a toujours les anciens qui sont difficiles, qui mettent du temps à migrer. Parce que comme je disais, globalement, c'est pas le particulier le problème, hein, c'est les entreprises. Donc voilà, j'espère que vous avez pu voir pourquoi est-ce qu'on est passé à l'IPv6, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À plus.